Bienvenue à cette conférence. Monsieur le directeur, bonjour également. Merci d'être là dans cette conférence Zoom et merci aux membres de la Global Pact Coalition avec qui nous sommes en partenariat pour cette conférence sur le pacte pour l'environnement. Avant de vous présenter nos trois intervenants, j'ai l'honneur de laisser la parole au directeur de Sciences Po Ex, M. Rostan Mehdi, grâce à qui cette conférence est possible et que je remercie donc sincèrement. Et donc, vous avez la parole, M. Rostan Mehdi, je vous laisse Merci beaucoup, introduire. Rita. L'honneur est partagé. Voilà. Je vous remercie de la gentillesse avec laquelle vous introduisez mon propos, qui sera extrêmement bref. Bon, d'abord, vous avez compris que je n'ai pas hésité longtemps à vous apporter mon soutien, puisque je crois que j'ai répondu par retour de mail ou presque à votre demande d'assistance, tout simplement parce que je sais ce que vous faites, je sais ce que l'APNA fait, et je reviendrai sur ce point dans un instant. Vous savez à quel point je suis attaché à la vie associative. Bon, par ailleurs, vous avez sans doute compris que je voulais d'abord saluer les vertus de l'amitié. C'est-à-dire que cette conférence est aussi un moyen pour moi bien de rappeler que me lie à un certain nombre des personnes présentes ici, des relations d'amitié très anciennes, alors de nature variable. Je connais Yann, pas parce que nous avons fréquenté les mêmes écoles, mais parce que nous avons eu l'occasion de fréquenter les mêmes lieux, notamment des conférences ou des colloques. Et je voudrais dire à quel point moi, je suis honoré en tant que directeur de Sciences Po aujourd'hui d'accueillir un aussi brillant diplômé de notre école, qui est non seulement diplômé de cette école, mais aussi diplômé d'une école qui va bientôt disparaître. La nôtre, il survivra, mais celle qu'il a fréquentée non moins brillamment risque d'appartenir bientôt à la mémoire collective. C'est un jurisconsulte, c'est un universitaire hein, qui a produit une somme voilà, dont je me sers bien souvent, qui a coproduit cette somme. C'est un avocat et puis c'est un citoyen engagé hein, qui est promoteur et initiateur d'une initiative globale. Et ça mérite évidemment d'être souligné. Je voudrais aussi dire à Makan toute mon admiration et toute mon amitié. Je connais Makan depuis une quinzaine d'années, je parle sous son contrôle. J'étais membre de son jury de thèse en 2007, on se connaissait avant, et j'ai tout de suite pressenti le potentiel majeur de cette jeune pousse. Enfin, on est de moins en moins jeune, mais enfin, ça reste quand même une jeune pousse, et c'est vraiment, je pense, l'honneur de l'Université de Genève que de l'avoir accompagné, puis recruté comme professeur ordinaire, et il enseigne dans beaucoup d'autres institutions, et je ne désespère pas un jour de pouvoir accueillir Yann et Makan comme intervenants chez nous. Je voudrais aussi souligner l'importance de la vie associative. J'ai commencé par le dire. Pourquoi est-ce que à chaque fois je dis à quel point je suis attaché à la vie associative, au rôle que vous jouez, l'APNA, sur ces sujets-là, vous, Rita, mais la vie associative en général, tout simplement parce que je pense que c'est un élément clé de votre formation. Vous pouvez acquérir dans cette vie associative des compétences qui sont des compétences transversales, comportementales, disciplinaires, parce que pour monter un événement comme celui-là, il faut quand même que vous soyez sacrément pointu sur les sujets dont il va être question. Et puis, je crois surtout qu'au-delà de, pour utiliser un mot un peu galvaudé, au-delà de l'employabilité que ça vous donne, je trouve que les associations sont les lieux où se construisent des citoyennes, des citoyens qui sont conscients de leurs devoirs à l'égard de la communauté, à l'égard de la société. Des citoyennes et des citoyens qui entendent peser, marquer de leur empreinte les choix qui seront faits demain et qui engageront, ni plus ni moins, que l'avenir de notre communauté humaine. C'est quand même pas rien. Et moi, je suis sacrément impressionné par votre niveau de conscience et de maturité sur ces sujets-là. Il est de bon ton de dire que la jeunesse, c'était mieux avant. Bon, moi, je ne suis pas de cela, sans démagogie par ailleurs. Hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai vraiment la démagogie en horreur. Mais bon, voilà, je dois dire qu'on juge les gens sur leurs actes et que vos actes, de ce point de vue, sont très convaincants. Enfin, et je termine sur ce point,
je voudrais saluer les joies du paradoxe. Je lisais dans Le Monde de ce week-end que nous redécouvrons la figure de l'ennemi, c'est-à-dire la figure paroxystique du conflit. La France se prépare, nous dit-on, et je crois que c'est tout à fait vrai, à la perspective de conflits interétatiques de haute intensité. C'est-à-dire qu'on redécouvre finalement des risques que l'on croyait complètement oubliés ou appartenant à un monde complètement révolu. Il n'en est rien. Il n'en est rien, et ce que je constate et ce que nous constatons, et notre modus operandi aujourd'hui en atteste, nous sommes confinés, nous sommes enfermés dans des espaces de plus en plus segmentés. Le monde n'a jamais été aussi strié par des frontières de toutes sortes, des frontières sanitaires qui ne sont pas plus faciles à franchir que les frontières politiques. Bon. Et ça, c'est une réalité paradoxale à un moment où l'on n'a jamais eu autant besoin de commun, à un moment où le principe de solidarité n'a jamais été à ce point synonyme d'urgence. Donc, je vous remercie pour toutes ces raisons, chère Rita, d'organiser une conférence que je suivrai jusqu'à un certain moment, parce qu'après, j'ai d'autres engagements qui me contraignent à vous quitter. Je le ferai sur la pointe des pieds, discrètement, m'effaçant de l'écran. Mais vraiment, je veux vous dire ma reconnaissance, ma gratitude à vous et aux 44 personnes qui nous ont rejoints, et évidemment aux 3 intervenants. Merci infiniment de votre attention. Merci à vous, merci pour ce discours, merci pour ce discours assez élogieux et puis pour tous les points que vous nous apportez. Merci infiniment pour ces paroles qui constituent quand même une belle introduction. C'est en tant que présidente de l'APNA que je suis assez fière de tous vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence et que je vais maintenant présenter chacun des intervenants. Même si Monsieur Rossane Mehdi l'a déjà un petit peu évoqué. Voilà, je vais présenter cette conférence qui est un peu particulière puisqu'elle a lieu au sein de notre semaine de l'environnement. Donc, vous le savez peut-être ou pas, mais c'est une semaine qui vise à développer des activités de sensibilisation pour réfléchir sur l'état actuel dégradé de la planète, mais surtout pour penser à des solutions et à des idées pour préserver l'environnement qui nous entoure. Et c'est justement l'initiative et le but de nos 3 invités d'aujourd'hui avec le Pacte pour l'environnement qu'ils vont vous présenter. Donc, monsieur Yann Aguila, peut-être vous retrouvez-vous assez bien à travers ce type d'événement, justement, puisque vous avez vous-même été élève à Sciences Po Ex avant de poursuivre vos études à l'ENA. Vous êtes secrétaire général adjoint de la coalition, mais aussi avocat au barreau de Paris et enseignez le droit à Sciences Po Paris. Vous êtes spécialiste en droit de l'environnement et avez une longue expérience en tant que membre du Conseil d'État et avez exercé de nombreuses fonctions, ainsi que vous avez aussi été conseiller juridique du président de la République du Sénégal. Notre deuxième intervenante, c'est Madame Ginevra Lemoli, qui est donc professeure assistant de droit international public à l'université de Leiden en Suisse. Et depuis 2020, Madame Ginevra Lemoli, vous dépendez de l'université de Genève et de Cambridge. Vous connaissez assez bien les instances internationales puisque vous avez été consultante juridique auprès de l'ONU et que vous vous intéressez à la question de la protection des personnes vulnérables. Et à ce titre, vous avez un ouvrage, donc Human Dignity in International Law, qui devrait prochainement paraître, il me semble, aux presses de Cambridge. Enfin, notre troisième invité, c'est M. Makan Moïse Beng, qui est professeur à l'Université de droit de Genève en droit international public et organisation internationale, et ainsi qu'à Sciences Po Paris en tant que professeur invité. Vous avez été conseiller de nombreuses différentes juridictions internationales, donc l'ONU, l'OMS, l'OIT et l'Union africaine, pour n'en citer que quelques-unes. Vous êtes aussi conseiller pour des gouvernements dans de nombreux domaines et être l'auteur de nombreuses publications également. Nous avons donc choisi d'organiser la conférence de la manière suivante. Donc tout d'abord, nous allons présenter une courte vidéo d'introduction générale sur le pacte que les intervenants vont vous présenter. C'est donc Clotilde qui va pouvoir projeter cette vidéo. Ensuite, nos invités répondront à 3 questions. Qu'est-ce que le pacte? Pourquoi ce pacte? Et où en est ce pacte? Donc après avoir répondu plus précisément à ces points-là, nous conclurons avec un débat
pendant lequel vous pourrez poser toutes vos questions, que ce soit sur le chat ou de manière plus interactive avec la caméra et le microphone. Voilà, je laisse la vidéo se diffuser. Have you ever heard of the Global Pact for the Environment? It's an international treaty the United Nations is talking about. The pact is supported by scientists, professors, students, celebrities, artists, and many climate advocates who all believe that the time to act for our planet has come. The bad news is that some states oppose its adoption. But the good news, there's still a chance. The People's Movement can push states to act and adopt the Global Pact for the Environment. Let us tell you why and how. In 2017, jurists from around the world came together to draft the Global Pact for the Environment, a legal text that proposes a set of mandatory rights and duties for all to protect the environment. Citizens, cities, businesses, NGOs, associations, and states. Rights and duties for all, because we are all responsible. Because after 50 years of declaration and treaties, efforts to protect the environment and life on Earth are clearly insufficient. Because air, soil, or water pollution doesn't stop at country borders. Because beyond our difference and our origins, all living beings form the community of life on Earth. Because on a daily basis, we witness the collapse of biodiversity and put life on Earth at risk. Because climate change threatens our way of life. Because we must act now, together, and use the law to help us. Because we need to ensure our planet's ability to produce renewable resources for generations to come. And because our societies are structured around the law, we must recognize at the global level the essential principles of environmental protection. A pact that can become the foundation of a new social contract for humanity. A contract that allows us to protect the environment because it's the best way to bring people the possibilities of a better life. A pact that recognizes the right of everybody to a healthy environment, that recognizes the duty of states and citizens everywhere to take care of the environment. A guiding compass that will enable access to information, justice, and process for citizens of the Americas and the world. A pact that answers to young generation, civil society, all of us active, because we need to lay the foundation for a new and more united world to better protect our planet and mankind. We have proposed a global pact for the environment. We had support from political figures who brought this idea all the way to the United Nations. In May 2018, 143 countries voted for a resolution that paved the way for negotiation. For more than a year, delegates from United Nations member states have met to discuss the necessity of the pact, but not everyone was on the same page. Certain states wanted just another declaration, not a binding treaty that would require effective action. In the end, the states couldn't agree. In May 2019, they chose not to choose. For them, it wasn't the right time to adopt a pact. Despite the first defeat, not all hope is lost. A public movement can change that. 2022 is our new target. The pact will be rediscussed at the next World Summit. From now on, citizens, volunteers, youth, public and private institutions, all will have to act in support of the pact. We need to continue to support the pact more than ever, everyone, until it is adopted and implemented. Because the principles of the pact seek to address our current path of global irreversible transformations. By supporting the pact, we will show the states that we are ready, that everyone is ready. Starting now, all together, let's demand that states assume their responsibility
and adopt the Global Pact for the Environment. Because there is only one planet. We have no other choice. Today, the time has come to adopt a global pact for the environment. Let's demand that the states recognize our right to a healthy environment. Join the Global Pact Coalition. Sign up and share this video. One planet, one pact. One planet, one pact. One planet, one pact. One planet, one pact. One planet, One planet, one pact. 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 One planet, One planet, one pact. One planet, one pact. One planet, one pact. Voilà, donc c'était la vidéo qui présentait globalement le pacte qui va vous être présenté plus en détail. Donc je laisse tout de suite la parole à nos intervenants qui vont vous le présenter plus précisément. Très bien, merci beaucoup. Je pense que je suis le premier à intervenir si je ne me trompe pas. Alors bonsoir à tout le monde et merci beaucoup aux organisatrices et aux organisateurs de cet événement. Je suis bien entendu très heureux de retrouver mon cher ami, collègue, mais aussi professeur Rostan Mehdi dans le cadre de cet événement. Je disais tout à l'heure à la présidente de l'association que nous ne nous étions pas vus depuis au moins 7-8 ans et donc je suis très ravi de te revoir et j'espère que le futur nous permettra de nous revoir beaucoup plus souvent. Alors, qu'est-ce que le pacte? Permettez-moi peut-être de vous conter une petite histoire. Il était une fois un concept que l'on dénommait la précaution. Alors, la précaution, en 1992, a eu la grande chance d'être incorporée dans la fameuse déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Cette précaution a été incorporée dans le principe 15 de cette fameuse déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement. Et l'idée derrière cette intégration de la précaution, c'était d'empêcher une bonne fois pour toutes que les États puissent invoquer l'incertitude scientifique pour ne pas adopter des mesures de protection de l'environnement. Et donc, l'idée était de mieux assurer une protection effective de l'environnement. Mais alors, je suis désolé de vous dire que la précaution, notre chère précaution, désenchanta très vite. En effet, dès le début de son aventure, dès le début de son voyage dans la constellation des principes du droit international de l'environnement, notre chère précaution fut confrontée à deux obstacles de taille. Premier obstacle de taille, un obstacle qui avait trait à la question de savoir est-ce que la précaution est un principe ou une approche. Certains États prirent le parti de ne considérer la précaution que comme une simple approche dénuée de tout effet juridique, tandis que d'autres États choisirent d'ériger la précaution en principe de droit. La cacophonie entre États était aussi une cacophonie qu'on pouvait retrouver au sein des traités internationaux, puisque certains traités internationaux choisirent de qualifier ou de labelliser la précaution comme une approche, alors que d'autres traités environnementaux préférèrent qualifier la précaution de principe. Deuxième obstacle de taille, même à considérer que la précaution était un principe, le problème qui s'est posé très vite, c'était celui de savoir est-ce que c'est un principe de nature juridiquement contraignante? Est-ce que donc la précaution, le principe de précaution obligerait les États à prendre
véritablement en compte l'incertitude scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement. La controverse était telle qu'en 1998, le juge d'une organisation que l'on appelle l'Organisation mondiale du commerce, dans une affaire aussi très célèbre pour en tout cas nous autres internationalistes, l'affaire Hormone, la controverse était telle qu'en 1998, le juge de l'Organisation mondiale du commerce s'est refusé de prendre position sur le statut juridique du principe de précaution. Le juge à l'OMC a considéré que la question du statut du principe de précaution était certes une question importante, mais abstraite, et qui serait peut-être très imprudent pour un juge international de se prononcer sur le statut du principe de précaution. C'était en 1998. En 2005, un tribunal arbitral constitué sous les auspices de la Cour permanente d'arbitrage dans une autre affaire fameuse du droit international que l'on appelle l'affaire du Rhin de fer, un autre tribunal arbitral a reconnu qu'il y avait beaucoup de controverses autour des principes du droit international de l'environnement, qu'il n'était pas clair, qu'il était très difficile de déterminer quel principe était tout simplement un principe de droit mou, ou quel principe relevait du droit conventionnel, ou quel autre principe relevait du droit coutumier. Donc, le tribunal a admis qu'il y avait beaucoup de controverses, mais il a quand même considéré que dans toute cette controverse, certains principes pouvaient être considérés comme des principes émergents du droit international de l'environnement. Et alors, ce tribunal arbitral en 2005 a mentionné parmi ces principes émergents la conservation, il a mentionné la prévention, il a mentionné le développement durable, il a mentionné l'équité intergénérationnelle. Mais notre chère précaution fut oubliée. Elle ne fut pas mentionnée par le tribunal arbitral dans l'affaire du Rhin de fer. Il faudra attendre 2011, donc quasiment 20 ans, presque 20 ans après la déclaration de Rio, pour enfin avoir un tribunal international, le tribunal international du droit de la mer, qui eut le courage de considérer que, effectivement, aujourd'hui, on pourrait considérer qu'il y a un mouvement qui tend à intégrer ou à incorporer la précaution dans le droit international coutumier. Il aura fallu attendre 2011 dans l'avis consultatif du tribunal international du droit de la mer pour qu'un tribunal osa dire que la précaution est en train de s'incorporer dans un mouvement de cristallisation coutumière, donc de devenir un principe opposable à l'ensemble des États membres de la communauté internationale. Alors, cette position courageuse aurait été applaudie vivement par nous tous si ce n'était que ce tribunal, après avoir été aussi courageux, s'est vite réfugié derrière la Cour internationale de justice pour nous dire que ce qu'il a dit, c'est juste une réitération, une répétition de ce que la Cour internationale de justice avait dit avant lui. Or, la Cour internationale de justice n'a jamais dit que le principe de précaution ou l'approche de précaution était une approche ou un principe qui était en train de devenir une règle du droit international coutumier. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire, ou je vous conte cette histoire pour mettre en avant toute l'incertitude juridique qui caractérise la précaution, toute l'incertitude juridique qui caractérise la signification de la précaution, toute l'incertitude juridique qui caractérise les contours de la précaution, toute l'incertitude juridique qui caractérise la portée de la précaution, toute l'incertitude juridique qui caractérise le statut de la précaution. Mais cette petite histoire que je viens de conter n'est pas que celle de la précaution. C'est une histoire qui est commune à la majeure partie des principes du droit international de l'environnement.
la majeure partie des principes du droit international de l'environnement sont confrontés à cette incertitude et dans la signification, et dans les contours, et dans la portée, et dans le statut des principes du droit international de l'environnement. Et donc, si on me demande qu'est-ce que le pacte mondial pour l'environnement, c'est justement une réponse. C'est justement une réponse à cette nécessité de réduire l'incertitude juridique qui caractérise les principes du droit international de l'environnement, principes qui sont censés servir de socle à la gouvernance mondiale de l'environnement, principes qui sont censés servir de socle à la préservation de notre planète pour les générations présentes et pour les générations futures. La raison principale pour laquelle, en 2017, une centaine d'experts venant de plus de 40 pays du monde entier, donc des pays, autant des pays du Nord que des pays du Sud, la raison pour laquelle une centaine d'experts se sont réunis en juin 2017 pour rédiger ce projet de pacte mondial pour l'environnement, la raison principale, c'était de réduire l'incertitude juridique qui caractérise les principes du droit international de l'environnement. Mais alors, ce qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que cette idée d'un pacte mondial pour l'environnement, cette idée d'un instrument juridique qui rendrait enfin les principes du droit international de l'environnement beaucoup plus prévisibles dans leur signification, beaucoup plus prévisibles dans leur portée, beaucoup plus prévisibles dans leur statut, cette idée ne date pas de 2017, lorsque cette centaine d'experts s'est réunie à Paris pour finaliser le projet de pacte mondial pour l'environnement. Depuis 1972, je me perds toujours avec les chiffres parce que nous, en Suisse, on a tendance à dire 1972, je crois, et donc dès que je me retrouve dans le jargon français, je me perds. Alors, depuis 1972, qui est l'année de naissance du droit international de l'environnement, la communauté internationale est en quête d'un tel instrument qui rendrait beaucoup plus prévisibles les principes du droit international de l'environnement. En 1972, on a eu la première conférence des Nations Unies, la conférence de Stockholm sur l'environnement humain, dans laquelle une déclaration de principe a été adoptée, mais on sait tous que cette déclaration de principe n'a eu que très peu de résultats en termes de protection effective, efficace et efficiente de l'environnement mondial. En 1982, la communauté internationale a adopté ce qu'on appelle la Charte mondiale de la nature, une autre déclaration de principe qui était censée donner un nouveau signal fort, était censée booster la protection de l'environnement mondial, et on connaît le résultat. C'est à tel point qu'en 1987, lorsque la commission Brundtland a publié son rapport « Notre avenir à tous », « Our Common Future », l'une des recommandations de la commission Brundtland en 1987 était de dire qu'il faudrait que la communauté internationale adopte une liste des principes de protection de l'environnement et de réalisation du développement durable. Donc, l'idée d'un instrument juridique contraignant et prévisible a été recommandée par la commission Brundtland, qui est partie d'un constat que les déclarations de principe de 1972 et de 1982 n'ont pas eu l'effet escompté de véritablement guider les États vers une protection effective de la protection de l'environnement. Donc, tout ça pour dire que l'origine d'un pacte mondial pour l'environnement est une idée lointaine. C'est une quête dans laquelle la communauté internationale s'est lancée depuis presque 50 ans, puisque l'année prochaine, nous fêterons Stockholm plus 50 en 2022. Voilà toute l'idée, toute la raison d'être de ce pacte mondial pour l'environnement, ou son origine, si vous préférez. Et alors, ce pacte mondial pour l'environnement, si je peux juste terminer très vite sur ce point, puisque le contenu du pacte renvoie aussi à cette question du qu'est-ce que le pacte, je pense qu'il est très important de garder à l'esprit que ce pacte mondial pour l'environnement n'essaye pas de réinventer la roue.
L'essentiel des principes qui sont contenus dans le pacte sont reconnus comme étant des principes du droit international de l'environnement, mais là où le pacte innove, là où le pacte a une valeur ajoutée, c'est de donner une formulation beaucoup plus précise à ces principes, c'est de donner un contenu beaucoup plus précis à ces principes, c'est de donner une connotation juridique beaucoup plus précise et plus contraignante à ces principes du droit international de l'environnement. Et donc, beaucoup des principes qu'on retrouve dans le pacte, et je me souviens que Yann et moi, une fois, on avait été invités dans une session de la Commission du droit international, je ne sais plus, Yann, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, pour discuter avec les membres de la Commission du droit international du pacte mondial pour l'environnement. Et ce que j'avais lancé comme message lors de cette réunion à la Commission du droit international, c'était de dire, mais le pacte mondial pour l'environnement, c'est une codification. C'est d'abord un exercice de codification des principes du droit international de l'environnement, des principes qui doivent servir de socle à la protection de l'environnement global. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve le principe de prévention, c'est pour ça que l'on retrouve la précaution, c'est pour ça qu'on retrouve certains des principes assez connus du droit international de l'environnement. Mais le pacte aussi est un exercice de développement progressif. C'est un exercice de développement progressif du droit international de l'environnement afin de donner une assise beaucoup plus solide à ces principes. Et donc, le pacte innove en clarifiant. Par exemple, le droit à un environnement sain, est-ce que vous pouvez vous imaginer jusqu'à aujourd'hui, le droit à un environnement sain n'a pas fait l'objet d'une véritable reconnaissance universelle? Le pacte propose une formulation claire d'un droit à un environnement écologiquement sain qui permettra véritablement de réaliser ce droit. Le pacte parle aussi d'un devoir. Le pacte ne se limite pas au droit, mais il parle aussi d'un devoir de protéger l'environnement. On ne peut pas se limiter qu'à considérer qu'on a des droits vis-à-vis de notre planète, on a aussi des devoirs vis-à-vis de notre planète. Le pacte aussi innove et précise certains principes nouveaux mais nécessaires de la protection de l'environnement, tels que par exemple le principe de non-régression. Le principe de non-régression. Est-ce qu'on peut admettre aujourd'hui qu'une protection effective et efficace de l'environnement mondial puisse se fonder sur des approches rétrogrades en matière de protection de l'environnement? Peut-on admettre que des États puissent se lever aujourd'hui, avoir un niveau très haut de protection de l'environnement, et demain, parce qu'il y a un changement de gouvernement, cet État décide tout d'un coup de rabaisser et de réduire à zéro, de réduire à néant les règles en matière de protection de l'environnement? Non. Et donc, le principe de non-régression est fondamental. Le principe de résilience, certes, c'est un principe en développement, mais un principe qui est fondamental, notamment dans un contexte d'urgence climatique. La résilience est un principe essentiel de la protection de l'environnement mondial. Donc, ce pacte mondial pour l'environnement, dans son contenu, il oscille entre cette codification de principes connus qu'on renforce, qu'on clarifie, à qui on donne des contours beaucoup plus précis. Il oscille entre cette codification et ce développement progressif pour permettre un avenir meilleur et pour permettre à la communauté internationale, enfin, de réaliser l'avenir que nous voulons, comme le recommandait en 1987 la commission Brundtland. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup du coup pour cette première partie. Du coup, je donne la parole à Madame Ginevra Lomoli qui va prendre la suite de la conférence. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du panel, en particulier la Coalition pour le Pacte mondial, pour leur invitation, et ainsi que l'Université de Sciences Po Aix pour avoir organisé une conférence assez importante et opportune. Je suis ravie de faire partie de ce panel distingué aussi. Comme nous le savons tous, la crise climatique, la dégradation de l'environnement, la perte de la biodiversité et la pollution contribuent à la fois directement et indirectement aux violations des droits de l'homme. Le monde naturel change
et nous sommes totalement dépendants de ce monde pour vivre une vie dans la dignité, pour répondre les mots du Comité des droits de l'homme. Donc, quel sera le rôle et l'impact du pacte mondial dans ce cadre? Aujourd'hui, dans ma brève intervention, je voudrais me concentrer sur la question spécifique de l'impact possible du pacte mondial en me focalisant sur une étude de cas, à savoir le lien entre les droits de l'homme et le changement climatique, et en particulier la manière dont la réponse a été et peut être encadrée. Le lien de causalité représente l'un des aspects fondamentaux des litiges relatifs au changement climatique. Alors aujourd'hui, je vais d'abord discuter de ces liens de manière conceptuelle. Ensuite, j'essaierai de clarifier différentes formes de cadrage du lien sur la base de 4 approches distinctes tirées de la pratique. Et sur cette base, je terminerai par quelques remarques finales sur le rôle et l'impact du pacte mondial, et je me concentrerai principalement sur l'article 1er sur les droits non environnement écologiquement sains, mais aussi sur l'article 6 sur le principe de précaution. J'examinerai d'abord la dimension pratique de la formulation d'une revendication pour une action climatique fondée sur les droits de l'homme. Afin d'utiliser le droit de l'homme pour inciter les États à prendre des mesures d'atténuation et d'adaptation, un requérant, un pétitionnaire doit établir que des actes ou omissions de l'État ont entraîné une interférence avec le système climatique qui ont déclenché un événement météorologique extrême spécifique qui à son tour a affecté ou porté atteinte à ces droits. Et 2 enquêtes de causalité doivent être menées dans ces contextes. L'une entre l'action ou l'inaction de l'État et ses menaces ou dégradations, et l'autre entre ces derniers et une attente individuelle à un droit de l'homme. Dans le contexte du changement climatique, ces 2 enquêtes sont beaucoup plus complexes. Maintenant, la question est comment pouvons-nous relier le lien, c'est-à-dire l'événement et l'attente aux droits de l'homme? Nous pourrions faire le pont scientifiquement. Il faudrait attendre qu'il soit scientifiquement possible d'attribuer un événement météorologique spécifique au changement climatique, mais nous ne sommes pas encore là. Le problème se situe entre une source d'émission très spécifique et une attente très spécifique en droits de l'homme. Et l'autre façon d'établir la causalité serait légalement. Et je décrirai 4 scénarios et approches de la pratique. De cette façon, j'essaierai de vous montrer les cadres plus ou moins propices aux litiges relatifs au changement climatique et aux droits de l'homme. Et le rôle et l'impact du pacte mondial seront le plus clairs. Premièrement, il y a une approche traditionnelle. Le meilleur exemple de cette approche est la pétition inuite devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme contre les États-Unis pour la violation de la Déclaration américaine des droits de l'homme. Selon la pétition, par ses actes et ses omissions, les États-Unis, en tant que principal émetteur mondial de gaz à effet de serre à l'époque, avaient contribué au changement climatique, menant à une modification sévère de l'environnement arctique où vivent les Inuits. La pétition s'est heurtée à des obstacles majeurs dans le cadre de 2 enquêtes sur la causalité. Concernant la première enquête, les pétitionnaires ont reconnu que, et je cite, la corrélation réelle entre les émissions cumulées et l'augmentation de la température est sujette à une incertitude. Concernant la deuxième enquête de causalité, aucun lien spécifique entre le changement climatique, un événement climatique spécifique et une attente spécifique en droits de l'homme n'a pu être établi. La Commission interaméricaine n'a pas pris position sur le bien fondé de la pétition inuite, et ainsi la pétition était insatisfaisante, n'a pas fonctionné. Et pour la deuxième approche, le cas Teitota contre Nouvelle-Zélande est la première affaire de non-refoulement du Comité des droits de l'homme à s'attaquer au problème de l'élévation du niveau de la mer et de ses implications pour les îles, les côtes et les communautés de basse altitude. Surtout, le comité a accepté ici l'affirmation de l'auteur selon laquelle l'élévation du niveau de la mer rendrait la République de Kiribati inhabitable. Toutefois, il a noté que le délai de 10 à 15 ans
comme l'avait suggéré l'auteur, pourrait permettre des actes d'intervention de la République de Kiribati. Le comité a donc dit ici, en principe, il peut y avoir une causalité, mais le demandeur n'a pas établi sa survenance dans cette affaire. Je parle maintenant des deux derniers scénarios qui reposent plutôt sur deux pierres angulaires des pactes mondiaux. Le premier sur le principe de précaution et le deuxième sur le droit à un environnement écologiquement sain. Et ces scénarios montrent clairement la signification révolutionnaire du pacte. Le litige historique Urgenda contre État des Pays-Bas est un parfait exemple d'une troisième approche. Le 20 décembre 2019, la Cour suprême des Pays-Bas a confirmé que le gouvernement néerlandais était dans l'obligation de réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre à court terme afin de prévenir un changement climatique dangereux. Pourquoi ceci est-il pertinent pour nous? La Cour suprême ici a accepté en principe le lien de causalité entre l'augmentation des émissions, les changements climatiques et les droits de l'homme. La Cour affirmait cependant que la deuxième causalité était avérée car elle a interprété le droit des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme à la lumière du principe de précaution. Par conséquent, en raison de l'application du principe de précaution, la Cour a considéré que la dépréciation était vérifiée dans le cas. Et pour la quatrième approche, nous avons ici des cas qui font le lien sur une autre base juridique, à savoir le droit des minorités à bénéficier de leur culture, ou sur le droit des propriétés, le droit à un environnement d'une certaine qualité, ou aussi un droit à un environnement sain. Pour ces cas, la magie de ces scénarios est qu'il y a atteinte à un intérêt plus large qui est non moins protégé par les droits de l'homme. Et ces droits, de par leur contenu, peuvent être plus facilement un motif de réclamation en relation avec des dommages causés par le changement climatique. Donc, dans la quatrième approche, le lien de causalité a été essayé et a très bien fonctionné. Et que nous dit toute cette discussion est que des droits différents offrent des perspectives différentes de succès et il est essentiel de mieux comprendre aussi le cadrage du lien. Et ainsi, on voit maintenant plus clairement quel pourrait être l'impact du pacte mondial dans ce scénario. Le pacte fournira ce qu'on appelle une route directe pour atteindre les objectifs et plus largement la protection de l'environnement. En effet, ce pacte consacre le droit à un environnement écologiquement sain qui constituerait une porte d'entrée idéale pour les litiges relatifs au changement climatique et consacre le devoir de prendre soin de l'environnement et également des principes substantiels comme le principe de précaution et quelques principes aussi de procédure pour les mettre en œuvre. Et bref, qu'est-ce que cela impliquerait? Trois choses. Le droit des individus à vivre dans un environnement sain, à la fois individuel et collectif, sera reconnu et sera pleinement applicable. Le pacte incitera très probablement les législateurs de chaque État à adopter de nouvelles lois protectrices sur l'environnement. Et il inspirera aussi et fournira aux juges une base solide pour parvenir à des solutions plus ambitieuses et respectueuses de l'environnement. Cela déclenchera une nouvelle dynamique. Plus important encore, je pense aujourd'hui, cela créerait une perspective unificatrice et une cohérence qui sont devenues extrêmement urgentes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette deuxième partie de présentation qui complète assez bien la première. Du coup, je laisse présenter l'état du pacte actuellement. Donc, Monsieur Yann Aguila, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. J'espère que le son est bon. Tout à l'heure, j'avais des problèmes de son. Vous m'entendez bien? Bon, je parle fort si jamais vous ne m'entendez pas bien.
Je suis vraiment ravi, heureux. Je sais que c'est un lieu commun de dire ça en commençant. Je remercie tout le monde. Je suis ravi d'être ici. Mais là, c'est plus que jamais d'actualité puisque, comme mon ami Rostan l'a dit, je suis passé par les bancs. Alors, vous n'y êtes pas actuellement avec le confinement, j'en ai bien conscience, mais je suis passé par les bancs de Sciences Po Aix il y a de trop nombreuses années. Je ne préfère pas dire combien. Et donc, c'est vraiment un bonheur de me retrouver avec des amis de Sciences Po Aix et puis avec alors, une jeunesse si dynamique. Je rejoins tout ce qu'a dit Rostan. Bravo à cette association. Et je confirme au passage, il ne faut pas que je fasse trop de digressions, mais que en tant qu'employeur, puisque maintenant, avec ma casquette d'avocat, je suis un employeur d'étudiants. Et donc, je confirme qu'on ne regarde pas que le CV, pas que les études, pas que les connaissances. Ça compte un peu, mais le volet engagement personnel, motivation, personnalité est très important aussi. Donc, bravo pour tout ce que vous faites dans cette association. Merci évidemment à Sciences Po, merci à Rostan, merci à tous les autres intervenants, merci à toute l'équipe du Pacte. Vous voyez quelques personnes ici qui font partie de l'équipe du Pacte. Merci aussi à tous ces amis qui sont parmi les participants. Je ne me risquerai pas à les citer parce que je risque d'en oublier, mais je vois énormément d'amis dans tous les participants et ça fait plaisir de vous voir ici. Alors, je vais aller donc droit au but, à la question qui m'est ici posée, c'est l'état de ce projet de pacte mondial pour l'environnement. Ça va être en deux mots, en fait, en gros, le passé et peut-être le futur du pacte mondial pour l'environnement. J'aime bien dire, pour simplifier, que pour présenter l'état d'avancement de ce projet de pacte mondial pour l'environnement, que c'est un peu comme pour une série Netflix, vous savez, avec 3 saisons. Et donc, on a eu 3 saisons pour le pacte mondial pour l'environnement. Il y a eu d'abord la première saison, qui était formidable, avec beaucoup de personnes qui ont suivi d'ailleurs, qui était la saison du succès, la success story du pacte mondial pour l'environnement. Ça a commencé avec un petit groupe de juristes, dont était McCann d'ailleurs, qui a proposé cette idée, mais comme l'a dit McCann d'ailleurs, en 2017, donc quand on a proposé cette idée, on a en réalité ravivé une idée qui était depuis une trentaine d'années sur la table, qui était l'idée assez basique et assez simple. Et au fond, d'ailleurs, on s'étonne que ça n'existe pas déjà. D'ailleurs, petite parenthèse tout de suite, je suis sûr qu'un jour, nous aurons un texte équivalent, quel que soit son nom. Ça peut s'appeler charte, constitution verte, peu importe. On aura un grand texte fondateur avec des principes généraux et des droits et des devoirs en matière d'environnement à l'échelle internationale. Et ce jour-là, on se dira, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait plus tôt? Parce que c'est étonnant qu'il n'existe pas pour l'instant un texte de ce type avec les droits et devoirs dont on peut parler et qu'on a tous en tête, notamment en France, parce qu'en France, on en a un qui ressemble un peu, qui est la charte constitutionnelle de l'environnement. C'est un peu ce type de texte. Et donc, ça faisait 30 ans que des juristes proposaient ce type de texte. On l'a repris en 2017. Et donc, avec un réseau en 2017 d'une centaine de juristes, il y avait d'abord un petit groupe plus restreint en France, mais ensuite on a étendu à une centaine de juristes dans le monde entier, on a rédigé un projet de pacte mondial pour l'environnement que vous pouvez tous consulter sur le site. Je suis là aussi pour faire de la publicité, donc nous avons un site, on le voit à la fin du petit film d'ailleurs, c'est avec un nom en anglais, Global Pact Environment, parce qu'on est une organisation internationale, donc c'est un nom anglais. Et sur ce site, vous trouvez ce projet rédigé en 2017. Je m'empresse de dire que ça n'est qu'un pré-projet, un projet préliminaire, un avant-projet qui n'est là que pour montrer ce que pourrait être un pacte mondial. Mais en vérité, il est évident que le jour où on adoptera un pacte, si ça arrive, il faudra le modifier, il faudra le compléter. Il y a des choses qui ne vont pas dans ce projet. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a moi-même dans ce projet. Il y a des choses qui manquent, comme les droits de la nature peut-être, ou le bien-être des animaux. Peu importe, on peut en parler, les débats sont ouverts. Mais donc, on a rédigé un premier projet de pacte mondial pour l'environnement en 2017.
sous la présidence du président Laurent Fabius, d'ailleurs, que j'étais allé voir et qui a accepté de s'impliquer. Et vraiment, grâce à lui, on a pu donner une aura, il faut bien le reconnaître, un rayonnement international assez vite à ce projet. Et finalement, le président de la République, Emmanuel Macron, a repris ce projet à son compte. Il a été convaincu du bien fondé, il l'a porté à l'ONU. Et là, un an plus tard, moins d'un an plus tard même, on l'a présenté le 24 juin 2017. Le 10 mai 2018, moins d'un an plus tard, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution qui s'intitulait « Vers un pacte mondial pour l'environnement ». Juste imaginez, voilà, passage, la petite émotion quand même qu'on a eue le jour où on a appris ça. On avait un petit slogan au sein de notre équipe. D'ailleurs, écoutez, je ne résiste pas à l'envie, je reviens, de vous le montrer. On avait un petit slogan qui consistait à dire « Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient ». Un an plus tard, donc, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait cette résolution qui ouvrait les négociations. C'était juste une résolution procédurale qui ouvrait des négociations entre les États sur le projet de pacte mondial pour l'environnement. Et la saison 1 s'arrête avec ce dernier épisode, plein d'espoir. Success story. S'ouvre alors la saison 2 du pacte mondial, et là, c'est la saison de l'échec du pacte mondial. Échec temporaire, hein, j'espère, mais saison de l'échec, avec les négociations entre les États qui se sont déroulées pendant une petite année à Nairobi en grande partie. Pour aller vite et droit au but, on s'est heurté à de grandes difficultés avec la résistance très virulente d'un petit groupe d'États, peu nombreux, mais puissants et très opposés au pacte. Les États-Unis de Donald Trump, très violemment presque opposés au projet de pacte, la Russie de Poutine, le Brésil de Bolsonaro, quelques grands États de ce type. Et ils ont bloqué le processus de Nairobi. Je ne suis pas diplomate et donc j'ai un peu découvert tout ça, mais j'ai été surpris et il y a matière à réflexion au passage, mais c'est un autre sujet, sur le processus de décision à l'échelle internationale. Parce que tout ça est dû à quoi? À une méthode de décision dans ces enceintes internationales qui est la méthode dite du consensus. On recherche un consensus. Et il y a des moments où le consensus frise à l'exigence d'unanimité, ce qui est une dérive, un détournement de la véritable signification de l'exigence du consensus. Le consensus, bien entendu, ça serait la règle qui imposerait de s'abstenir si on est opposé, pour laisser place à une majorité. Donc, ça devrait aboutir à une abstention de certains États. Mais là, non. Au contraire, ils l'utilisent comme un droit de veto. Et donc, c'est un peu une dérive qui aboutit finalement à une dictature de la minorité. Et donc, quelques États se sont opposés à tout ça. Et le résultat, ça a été une nouvelle résolution, donc deuxième résolution des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée en août 2019. C'est la fin de la saison 2, avec cet épisode, grande déception. Résolution qui, en deux mots, quelle est l'économie de cette résolution? Ça consiste à dire que le pacte, on met de côté, ce n'est pas complètement une opposition, mais on n'en parle pas pour l'instant, on repousse toute décision sur le pacte et les États décident d'adopter une simple déclaration en 2022. Une déclaration, on ne sait pas bien laquelle, tout ça est ambigu. D'ailleurs, les diplomates aiment l'ambiguïté, ça peut être utile, ça permet de faire en sorte que tout le monde vote parce que chacun comprend ce qu'il veut comprendre. Bon. Et donc, on s'arrête sur cette résolution. Juste un commentaire, c'était évidemment une grande déception, là, cette fois, pour nous tous. Grande déception parce que, au fond, il y a quand même un énorme décalage, et d'une manière plus générale, on observe ce décalage entre, d'un côté, ce qui est en jeu, et de l'autre côté, ce que font les États. Parce que ce qui est en jeu, quand même, quand on prend un peu de recul,
ce qui est en jeu, ça n'est rien d'autre que la protection de la planète, c'est-à-dire la protection de nos conditions actuelles de vie sur Terre. Ce qui est en jeu, c'est le déclin de la biodiversité. Pour donner quelques chiffres, comme le disait McCann, en 1972, c'était la conférence de Stockholm qui était le début du droit international de l'environnement. Que s'est-il passé depuis 50 ans? Depuis 50 ans, 50% des animaux sauvages ont disparu. Depuis 50 ans, 60% de la vie dans les océans a disparu. Depuis 50 ans, 20% de l'Amazonie, la plus grande réserve de vie sur Terre, a disparu. C'est ça ce qui est en jeu. Et de l'autre côté, que font les États? Ils repoussent la décision. Alors évidemment, grande déception en 2019. On en était là. Maintenant, c'est actuellement la saison 3, mais qui n'est pas finie. On est au milieu de la saison 3. Alors la saison 3, c'est donc en cours. C'est la saison de la négociation entre les États de la déclaration de 2022. Des négociations sont en cours, des ambassadeurs ont été nommés, un Estonien, une Pakistanaise, qui sont en train d'organiser des consultations entre les États pour rédiger une déclaration en 2022. Et nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Et j'en viens à la coalition mondiale pour le pacte, la Global Pact Coalition. On s'est dit d'abord, après le choc de la déception, soyons optimistes, il faut voir le verre à moitié plein, il faut avoir, comme j'aime bien cette formule, comme on dit parfois, il faut avoir à la fois le pessimisme de la raison, mais l'optimisme de la volonté. Et donc, on s'est dit, on a quand même deux certitudes. Il y a deux certitudes. Premièrement, et ça résulte de la résolution de 2019, donc actée par l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, un texte est en cours de négociation. Et deux, une conférence internationale sera organisée en 2022, puisque ce texte doit être adopté à l'occasion d'une conférence internationale en 2022, avec d'ailleurs une autre ambiguïté qui est quelle conférence internationale. Il y a au moins deux conférences internationales dans notre radar. Premièrement, en février 2022, il y aura une Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, c'est l'organisme délibératif du PNUE. Vous connaissez le PNUE, qui est en gros le programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est, disons, en simplifiant, l'agence des Nations Unies en matière d'environnement. Donc, elle tient son assemblée générale avec les ministres de l'environnement du monde entier qui se réunissent en février à Nairobi, parce que Nairobi est le siège du PNUE. Et surtout, en juin 2022, Stockholm plus 50, comme l'a dit McCann, c'est-à-dire à Stockholm, en principe, une grande conférence, un nouveau sommet de la Terre pour célébrer les 50 ans de Stockholm. Donc, un texte et des conférences qui offrent des opportunités. Et là, nos amis diplomates nous ont dit la chose suivante, parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas diplomate, mais depuis 2-3 ans, je commence à en voir et à discuter avec eux. Et en fait, ils m'ont dit une chose que je vous répercute, que vous ne soupçonnez peut-être pas. L'influence de la société civile est beaucoup plus importante qu'on ne le pense, y compris sur les diplomates. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont demandé de mobiliser la société civile. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de diplomates de bonne volonté, qui sont en fait des citoyens, comme vous et moi, qui ont envie de porter des projets. Et actuellement, il y a des diplomates qui essayent de porter un projet de déclaration au moins très ambitieuse. Imaginons une déclaration qui reconnaîtrait le droit à l'environnement sain, comme McCann l'a dit pour l'instant, il n'est pas reconnu au niveau international. Une déclaration qui reconnaîtrait le principe de non-régression, ça pourrait être une déclaration qui compterait énormément pour les 50 ans à venir, ou voire une déclaration qui annoncerait le retour du pacte mondial pour l'environnement. Bref, s'ils portent ça, ces diplomates, ils essayent de le faire, et qu'ils essayent de convaincre leurs collègues diplomates des autres pays. Mais quand ils se retournent, il n'y a personne derrière eux.
Il n'y a que les diplomates qui connaissent le sujet, il n'y a que les diplomates qui portent ça, et qu'il n'y a pas d'ONG derrière, qu'il n'y a pas de citoyens derrière, qu'il n'y a pas d'étudiants derrière. Ils se retrouvent tout seuls, et puis ben voilà. Mais concrètement, c'est ça. Hein. Concrètement, des diplomates français se sont retrouvés avec des diplomates en face qui leur disaient « Mais vous êtes gentils, mais votre histoire de pacte, qui le soutient ?» Et donc, il y a un moment où nous, les juristes, on s'est dit, bon, jusqu'à présent, on a porté cette idée de pacte sur nos modestes épaules de juristes, avec McCann, avec Ginevra, avec quelques autres, mais il y a un moment donné où il faut en parler ailleurs, parce que je me rends compte que souvent, quand je parle du pacte autour de moi, les gens me disent « mais c'est une superbe idée, mais j'en ai jamais entendu parler ». Et j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous devez vous dire « c'est vrai, j'en ai jamais entendu parler ». Et donc, on a créé, c'est le but, cette Global Pact Coalition, la coalition pour le pacte mondial, dans le but de mobiliser tout le monde en faveur du pacte, de faire connaître le pacte dans tous les pays du monde. On a un réseau d'ambassadeurs du pacte. Alors, on a plein d'idées. Il y a toute une équipe de jeunes formidables qui sont autour de moi, qui ont plein d'idées. Alors, j'ai amené ici, par exemple, on a des t-shirts sur le pacte mondial. Alors, c'est vraiment le meilleur effet dans les marches pour le climat, hein, le t-shirt du pacte. Il y a des pins avec le logo du pacte. On a un logo, évidemment. Il y a des bracelets. Je ne sais pas si vous les voyez. Ça ne passe pas très bien. Là, voilà, ça passe mieux, comme ça. Dans le bon sens. Des bracelets sur le pacte. Bref, toute une série d'actions de communication pour faire connaître cette idée du pacte mondial pour l'environnement. C'est essentiel que les États sentent que la société est prête. Pourquoi? Qu'est-ce qui est en jeu? Et je termine avec ça. Et on peut répondre à des tas de questions, d'objections. Bon. Mais qu'est-ce qui est en jeu? Pourquoi un pacte mondial? On l'a déjà dit, mais j'aurais juste avancé deux raisons importantes. Première raison, une raison purement juridique, mais essentielle, parce qu'on a besoin de droit. Le droit structure nos sociétés. Et comme l'a dit McCann, pour le moment, le droit international est très flou. Il y a d'énormes incertitudes. Donc, on a besoin d'un cadre juridique clair pour guider les États, les citoyens. Il nous faut des principes. Donc, il y a une raison juridique. On a besoin d'un texte qui peut être invocable d'ailleurs en grande partie devant les tribunaux ou inspiré des tribunaux. On pourra revenir d'ailleurs là-dessus, sur l'invocabilité du pacte. Mais il y a une deuxième raison qui est au moins aussi importante. C'est une raison politique, j'hésite à la qualifier, politique, éthique. Nos sociétés ont besoin de valeurs. Et je pense que de plus en plus, ce thème des valeurs est en train de revenir. Il y a un ouvrage qui vient de sortir d'ailleurs de McCartney, qui est un l'ancien président de la Banque centrale d'Angleterre, qui s'appelle Values, sur la nécessité d'un retour aux valeurs. Pourquoi? Parce que les accords techniques, les règles techniques en matière d'environnement, il y en a beaucoup. Hein. L'accord de Paris, par exemple, c'est un accord technique, sectoriel, mais uniquement sur le climat et très technique. Très technique, c'est-à-dire que le sujet de l'accord de Paris, c'est quoi? C'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça le sujet. Si vous lisez l'accord de Paris, c'est un texte pour les ingénieurs, pour les entreprises. C'est un texte technique. C'est bien, c'est indispensable, on en a besoin. Mais une société sans valeur n'applique pas les textes techniques. Parce qu'il y a un moment où ces textes techniques sont très difficiles à appliquer. D'ailleurs, avec le prédécesseur de l'accord de Paris, c'était le protocole de Kyoto, beaucoup d'États ont fini par quitter le navire. Le Canada a quitté l'accord de Kyoto. Et les États-Unis ont quitté à un moment, ils sont revenus, mais ils ont quitté l'accord de Paris parce que ces efforts techniques, il y a un moment où on n'arrive pas à les faire. C'est énorme ce qu'on demande aux États. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est énorme en vérité. C'est énorme pour tous les citoyens d'ailleurs. Vous êtes prêts à renoncer à prendre l'avion, à renoncer à la voiture. Et il y a un moment où il faut comprendre pourquoi. Pourquoi je fais cet effort technique? Et la réponse, elle est dans les valeurs. J'aime bien dire, c'est un peu comme dans un couple. Dans un couple, un moment vient inévitablement où il est difficile de... Il y a des difficultés qui viennent. Il est difficile de tenir ses engagements. Et là, il faut se souvenir des valeurs fondatrices qui avaient uni le couple. Et un État
et une société mondiale, ça fonctionne de la même manière. On a besoin d'un moment constitutionnel, surtout dans cette période post-Covid. On a besoin, et moi je crois beaucoup à ça, d'un texte qui soit une sorte de constitution écologique, un pacte qui soit une sorte de contrat social pour réunir les États autour d'un certain nombre de valeurs fondatrices au sens propre du terme. Et c'est ça l'objet du Pacte mondial pour l'environnement. Et je n'ai pas de doute sur le fait qu'un jour ou l'autre, nous aurons ce type de pacte. Merci beaucoup pour votre intervention aussi. Merci à nos 3 intervenants pour ces 3 présentations et ces 3 parties qui ont été très complémentaires. Et vous nous avez apporté de belles métaphores et de belles images pour permettre de comprendre justement tout ce qui est en jeu. Donc maintenant, on va arriver sur une partie de débat, de questions. C'est aussi l'intérêt justement de cette semaine de l'environnement et des conférences que nous organisons. C'est certes d'essayer d'établir un état sur ce qui se passe actuellement, mais c'est aussi de réfléchir ensemble à des solutions. Et c'est pour ça qu'on a notamment demandé cette conférence et qu'on a essayé d'organiser ça. Donc, si vous avez des questions, et je pense que vous devez en avoir, en tout cas, j'en ai quelques-unes personnellement, vous pouvez soit lever la main grâce aux petites réactions Zoom et on vous donnera la parole chacun votre tour, soit écrire dans le chat votre question directement et on la posera pour vous. Donc, c'est comme vous préférez. De manière plus interactive, peut-être, vous pouvez choisir de poser directement la question. Voilà, je vois que quelqu'un a une question dans le Zoom. C'est Iga Josephiak. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces 3 discours très intéressants, très, très différents l'un de l'autre, mais ils ont créé un bel ensemble. Je me demande si le pacte sera assisté ou complété par quelques directives gouvernementales, par quelque chose comme les policy guidelines. Mon point est que certains articles sont encore un peu généraux. Par exemple, à l'article 5, il est mentionné que l'évaluation de l'impact sur l'environnement soit réalisée. Mais comme nous le savons, il n'est pas clair en quoi exactement consiste une telle évaluation. De même pour l'accès à l'information, par exemple. Tout le monde y a droit. Cependant, cela peut être différent dans quelques pays. Donc, peut-être qu'il vaut la peine d'envisager de compléter le pacte par une sorte de directive gouvernementale. Merci. Je veux bien répondre. Alors, donc une petite réponse. Oui, tout à fait. D'abord, le pacte est volontairement général. Je dis volontairement parce que la généralité d'un principe permet de laisser à chaque État, à l'échelle nationale, ce qu'on a coutume d'appeler pour la Convention européenne des droits de l'homme, une marge nationale d'appréciation. Et donc, effectivement, personnellement, chacun peut avoir son appréciation, mais je trouve plutôt bien qu'on laisse à chaque État, en fonction d'un contexte local, de difficultés particulières, de traditions juridiques, le soin de transposer en quelque sorte et de préciser un principe à l'échelle nationale, comme le fait la Cour européenne des droits de l'homme, en respectant aussi une sorte de respect de chaque État, une sorte de principe de subsidiarité quelque part. Bon. Mais j'ajoute un point, c'est que, en fait, la question des modalités d'application du pacte est encore très ouverte. J'avoue que je verrais assez bien un système dans lequel on aurait un organisme chargé de son application. Ça pourrait être plusieurs options. Cet organisme pourrait être soit, première option, un comité, comme on dit, un compliance committee, du genre Conseil des droits de l'homme pour l'ONU Comité, bon voilà, ou ça serait une deuxième option, en allant plus loin et on rejoindrait, on ferait la jonction avec une autre idée qui est sur la table, une cour comme on a une Convention européenne des droits de l'homme, plus une Cour européenne des droits de l'homme, on pourrait avoir un pacte mondial pour l'environnement, plus une Cour internationale
de l'environnement chargé de son application. Peu importe, comité court, mais un organisme qui serait chargé de son application, je verrais tout à fait qu'il ait effectivement pour mission d'édicter, et notamment un comité, d'édicter des guidelines, lui aussi, pour venir préciser pour chaque article, sous chaque article, on pourra avoir des guidelines pour préciser la portée de tel ou tel article, voire une sorte de centre d'information pour dire, par exemple, le principe de réparation des dommages en matière d'environnement. Il faut réparer les dommages. Bon, eh bien, on aurait un centre de documentation et d'information qui expliquerait comment, dans chacun des pays, on a adopté une loi pour mettre en œuvre ce principe. En France, on a la loi sur le préjudice écologique. On informerait les autres. Regardez, en France, on a un bon système. Mais au Canada, il y a un autre système. Eh bien, on évoquerait le système canadien. Et aux États-Unis, il y a le rôle de l'EPA, qui est très intéressant. Et au Brésil, on sait qu'on a le procureur de la nation, qui, lui, a un rôle en matière de réparation écologique. Et on rassemblerait toutes ces modalités d'application d'un même principe pour informer tout le monde. Et je trouve qu'en plus, ça aurait une grande utilité pour inspirer les législateurs. Donc, je vois des guidelines, des informations sur les législations de mise en œuvre qui existent dans les différents pays, et dans chaque pays, en plus, une marge d'appréciation nationale. Merci pour la réponse. Alors, nous avons une autre question dans le chat qui est concrètement, que peut-on faire pour aider à donner une visibilité au pacte? La personne, c'est Flavia Cabasso, qui explique « Je fais partie d'une communauté de jeunes dirigeants pour la transition écologique et le développement durable au Portugal, qui s'appelle Lidera. Serait-il intéressant de faire des partenariats avec des associations de ce genre pour vous? Merci. » Genre, je suis obligé de reprendre la parole, mais après j'arrête, hein, parce que mais là, j'avoue, c'est une question qui est un peu liée à la Global Pact Coalition. Pour faire plus simple, parce qu'on risque d'avoir beaucoup de questions de ce type-là, pour tous ceux qui souhaitent nous aider, contactez-nous. Vous allez sur le site, vous verrez, il y a une adresse pour le contact. Et effectivement, la réponse est oui, nous avons besoin de partenaires avec deux modalités pour chacun d'entre vous, en tant que personne physique, vous pouvez adhérer à la coalition. Hein, ça n'engage à rien, c'est gratuit. Il suffit de mettre votre nom, vous recevez la newsletter, vous êtes informé. Et puis surtout, nous, ça nous permet de faire état à l'extérieur du fait qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent le pacte. Donc, adhérez, adhérez, adhérez pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, comme les organisations, les entreprises, les ONG, etc., vous pouvez tout à fait être partenaire du pacte. On met votre logo sur le site et on est en train de créer la rubrique des partenaires du pacte. Et bien sûr, oui, on a besoin de vous, et y compris au Portugal. Et d'ailleurs, au Portugal, on a un lien très fort avec une association Common Home for Humanity de Paulo Magalhães. Et on a des projets avec lui, donc n'hésitez pas à nous contacter. Mais le plus simple pour tous ceux qui veulent nous aider, y compris, j'ai oublié de le dire, pour tous ceux qui veulent être ambassadeurs du pacte, là je pense à tous les jeunes qui veulent s'engager, contactez-nous sur le site internet et on pourra vous répondre individuellement. Merci. Prochaine question, donc si quelqu'un a une question, je laisse, donc vous pouvez soit lever la main, soit la poser dans le chat. Alors, je regarde dans le chat en même temps. Je crois que c'est Yoann qui avait une question. J'ai cru. Alors moi j'avais une question pour Ginevra Lemoli. Alors, je me lance. Dans le cadre actuel du droit international de l'environnement, donc celui que nous connaissons actuellement, quelle est la portée, quelle serait la valeur ajoutée du pacte en termes juridiques dans le cadre que nous connaissons déjà actuellement? Ah oui, merci beaucoup pour la question. Peut-être, comme Makan a dit aussi, en premier lieu, en général, le pacte permettra de renforcer la cohérence de la gouvernance mondiale de l'environnement dans un contexte caractérisé par la fragmentation des institutions internationales, la multiplication des normes environnementales techniques spécialisées. Le droit international de l'environnement a besoin d'une plus grande cohérence. Et le premier intérêt d'un texte tel que le pacte est de structurer la matière
Et on trouve dans le droit international de l'environnement des conventions sur le climat, la biodiversité, la désertification, le produit chimique. Et le pacte se propose de combler cette lacune par l'adoption d'un instrument de référence général, universel et transversal, constituant la pierre angulaire du droit international de l'environnement. Et je pense aussi qu'un pacte obligatoire est largement ratifié pour l'environnement fournira une direction plus claire aux juges pour parvenir à une intégration systémique du droit international public et aussi suscitera une dynamique législative et jurisprudentielle en inspirant les législateurs et les juges nationaux et aussi internationaux. Si je peux juste rebondir aussi sur cette question en complément de ce qu'a dit ma chère amie et collègue, la professeure Lemoli. Yohan, votre question est très pertinente. Une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est que lorsque l'Assemblée générale a adopté cette résolution qui a lancé les négociations ou les discussions structurées sur le pacte mondial pour l'environnement, l'Assemblée générale avait demandé en même temps au secrétaire général des Nations Unies de préparer un rapport sur les lacunes du droit international de l'environnement et des instruments relatifs à l'environnement. Alors Yann et moi, nous connaissons pour beaucoup de raisons ce rapport du secrétaire général, certaines raisons qu'on ne peut pas vraiment divulguer ici dans une discussion publique, mais le secrétaire général des Nations Unies, en décembre 2018, a rendu un rapport intitulé « Lacunes du droit international de l'environnement et des instruments relatifs à l'environnement ». Et le constat du secrétaire général des Nations Unies lui-même, c'est qu'effectivement, les principes du droit international de l'environnement ne suffisent pas dans leur formulation actuelle à garantir une véritable protection de l'environnement mondial. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas Yann qui le dit, ce n'est pas Ginevra qui le dit, c'est le secrétaire général de l'ONU lui-même. Vous pouvez regarder en particulier les paragraphes 102 et 103 du rapport de 2018 qui est disponible online. Le secrétaire général des Nations Unies constate effectivement qu'il y a un problème avec les principes du droit international de l'environnement et que la faiblesse de ces principes explique en grande partie le manque de cohérence et le manque d'effectivité de la gouvernance mondiale de l'environnement. Et le secrétaire général de l'ONU, dans son rapport, appelle à l'adoption d'un instrument. Alors, pour des raisons diplomatiques ou des raisons politico-diplomatiques, il ne dit pas un pacte mondial pour l'environnement parce qu'il sait à ce moment-là qu'il y a beaucoup de controverses autour de l'idée du pacte même, mais il appelle quand même la communauté internationale, les États membres des Nations Unies, à penser à l'adoption d'un instrument qui donnerait beaucoup plus de clarté et de prévisibilité au principe du droit international de l'environnement. Alors malheureusement, lors de la réunion de Nairobi en 2019, tu te souviens Yann, ça c'est la force des diplomates et des États, chacun y allait un peu de son interprétation, chacun a essayé de trouver le mot qu'il arrangeait dans le rapport du secrétaire général pour dire que le secrétaire général des Nations Unies ne recommandait pas l'adoption d'un pacte mondial pour l'environnement, mais le rapport du secrétaire général est très clair sur les problèmes, sur les lacunes qui caractérisent les principes du droit international de l'environnement et sur la nécessité de penser à un nouvel instrument. Donc, Yohan, j'apportais juste cet élément en complément pour dire qu'il y a en tout cas au sein de l'ONU, au sein des instances les plus élevées de l'ONU, une prise de position assez nette sur le fait qu'il y aurait une valeur ajoutée d'un tel instrument ou d'un instrument qui ressemblerait au pacte mondial pour l'environnement. Voilà. Si je peux me permettre, j'aimerais rebondir sur ce que M. Aguila, Mme Lemoli et vous-même avez dit, justement vis-à-vis pas de l'ambiguïté, mais de certaines carences qu'il y a au niveau du
du droit, enfin, de la construction du droit international pour l'environnement et de cette organisation qui serait supranationale et qui pourrait dicter un peu, enfin, qui pourrait en tout cas assurer le respect de ce droit en perpétuelle construction. Moi, j'ai une question parce que, enfin, je trouve, enfin, depuis tout à l'heure, on évoque le fait que la protection de l'environnement ou le pacte doit être quelque chose de mondial, qu'on doit tous se rallier autour d'une même cause pour protéger l'environnement. Mais le problème, c'est que justement, on a tous pointé du doigt la technicité de ce droit en construction et vis-à-vis de la construction ou de l'établissement futur d'une cour internationale pour l'environnement, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager d'intégrer une dimension plus participative et citoyenne dans la construction de ce futur droit environnemental, puisque le but étant que tout le monde soit concerné par l'objectif, par cet objectif qui soit à la fois juridique, mais au-delà de ça, c'est plutôt sociétal et mondial. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des espèces de commissions, certes avec des spécialistes du droit, des spécialistes des relations internationales, mais aussi avec une dimension citoyenne largement accrue pour que tout le monde puisse construire le droit et le respect de ce droit pour le monde de demain? Alors, je laisse Yann rebondir sur ça, mais juste pour prolonger rapidement, Johan, sur cette très belle idée. Alors ça, c'est aussi un des autres aspects, je dirais, innovants ou innovateurs du Pacte mondial pour l'environnement, c'est que le Pacte mondial pour l'environnement, il dépasse le rideau interétatique, il dépasse la logique interétatique. Il y a plusieurs dispositions du Pacte mondial qui insistent sur la nécessité d'impliquer tous les acteurs, que ce soit les États, mais aussi les organisations internationales, la société civile, les entreprises, les organisations non gouvernementales, etc. Et certaines des dispositions du pacte insistent aussi sur cette dimension infra-étatique, où il faut responsabiliser. Et c'est pour ça que j'insistais aussi sur l'idée du devoir, que le pacte ne se fonde pas que sur des droits que nous aurions sur la planète, mais le pacte met aussi en avant, mais aussi en relief cette idée du devoir de protéger l'environnement. Et à partir du moment où on entre dans une logique de devoir, on ne peut plus se limiter à une logique micro ou limitée aux États. À partir du moment où on parle des devoirs, alors on a une approche très large. Vous savez, par exemple, nous en Afrique, notre approche des droits de l'homme, ce n'est pas une approche individualiste. La Charte africaine des droits de l'homme, c'est une charte des droits de l'homme et des peuples. Et alors, l'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui s'intitule « Droit à un environnement satisfaisant », c'est un droit des peuples, un droit et un devoir des peuples. Le droit à un environnement satisfaisant, la réalisation du droit à un environnement satisfaisant, c'est un droit et un devoir des peuples. Donc, dans la conception africaine, ce n'est pas du tout vu de manière individualiste. Donc, j'apporte cet élément pour dire que oui, je suis tout à fait d'accord avec vous que l'idée du pacte mondial pour l'environnement doit aussi dépasser, doit dépasser l'approche interétatique. Mais alors, la réalité des relations internationales jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elles reposent principalement sur la souveraineté des États. Et donc, si on veut avoir l'adoption d'un instrument juridique contraignant au niveau international, alors il faut que les États s'accordent sur un tel instrument. Mais rien n'empêche effectivement une mobilisation citoyenne, une mobilisation des acteurs non étatiques, et c'est la raison d'être de l'événement d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, peut-être un petit mot pour compléter, et je vois que l'heure tourne, j'imagine qu'on va bientôt finir pour ne pas embêter tout le monde quand même trop tard, mais je viens de mettre sur le chat en fait la référence d'un article, pour aller plus vite, que j'ai coécrit avec Marie-Cécile Debellis, qui nous suit aussi, en partant d'une petite parabole, un martien aux Nations Unies, ou réflexion naïve sur la gouvernance mondiale de l'environnement. Pour les publicistes, d'ailleurs, ça rappellera le titre d'un article du professeur Jean Rivero, mais qui évoque en fait en partie, Johan, ce que vous avez dit, c'est-à-dire on imagine un martien qui débarquerait avec le regard un peu naïf, et puis voilà, qui verrait le décalage entre d'un côté l'état de la Terre, ce que ces petits terriens ont fait comme des enfants avec un jouet, un peu irresponsable en réalité, qu'ils ont fait de la planète, et puis leur méthode de décision. Comment ils vont faire pour réparer le jouet? Ils ont cassé le jouet. Et
Et c'est des méthodes de décision, voilà, enfin, on voit dans toutes les COP, les États se mettent autour d'une table et discutent, et discutent, et discutent. C'est pas très efficace. Et en général, une paralysie totale, notamment à 200, ils discutent à 200, hein, et 200 souverains, théoriquement. En fait, il y a matière à… Je crois que c'est la grande affaire d'ailleurs des juristes de demain, du 21e siècle. Peut-être la grande affaire du 20e siècle, c'était le droit constitutionnel, il fallait bâtir des démocraties. La grande affaire du 21e siècle, ce sera de bâtir les concepts de la gouvernance mondiale, demain. Et très probablement, les pistes qu'on peut donner, quand on prend un peu de recul, c'est limiter la souveraineté des États. Elle est nécessaire, mais il faut en faire une souveraineté relative, qui doit être limitée d'une part par la notion d'un intérêt public mondial. Il y a des biens mondiaux, il y a des biens qui servent à tous, les eaux internationales, l'Amazonie, l'espace. Il y a des biens qu'il faut protéger dans l'intérêt, qui n'appartiennent à aucun État. Aucun État n'a la souveraineté sur les eaux internationales. La souveraineté, c'est limité en réalité. Et d'autre part, avoir des contre-pouvoirs, très classiquement d'ailleurs, des contre-pouvoirs face aux États, et notamment, une des pistes, c'est les citoyens, qui sont naturellement, évidemment, membres d'une communauté mondiale de plus en plus et qui doivent être un contre-pouvoir face au pouvoir des États. Il ne faut pas supprimer les États, on a besoin des États, c'est des acteurs extraordinaires, mais, champions de la solidarité au sein d'un État. Mais il faut d'autres pouvoirs. Il y a d'ailleurs, je le signale, une idée qui circule en ce moment de créer une deuxième assemblée à côté de l'Assemblée générale des Nations unies qui représente les États, d'avoir une deuxième assemblée qui représenterait les citoyens. C'est porté par une association qui s'appelle Démocratie sans frontières, Democracy Without Borders. Et voilà, ce genre de pistes, on en est loin, ce n'est pas pour demain, mais peut-être pour après-demain quand même. Donc, il faut y réfléchir dès maintenant. Madame la présidente, si on a juste une minute, il y avait une question très importante de M. Abdelwahab sur le chat, sur le constat. Le constat. Alors, oui, alors, oui. Vraiment, c'est plutôt pour vous, si ça ne vous dérange pas de rester un peu plus longtemps pour y répondre, c'est avec plaisir en tout cas. Nous sommes des passionnés. Resterons. Non, mais parce que c'est une question qui est très importante et je parle bien sûr sous le contrôle de Ginevra et de Yann parce que je suis quasiment sûr que autant il y a eu d'experts qui ont travaillé sur ce pacte et autant d'experts sont venus avec une idée de la raison d'être de ce pacte et du constat du pacte. Mais moi, il me semble, en tout cas à mon niveau personnel, il me semble qu'il y a un constat. Il y a un constat qui est là, que nul ne peut ignorer, c'est la fragmentation de la gouvernance mondiale de l'environnement. La gouvernance mondiale de l'environnement ne fonctionne pas. Et la raison principale pour laquelle la gouvernance mondiale de l'environnement ne fonctionne pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas une organisation mondiale de l'environnement. Alors, ceux qui sont des grands amoureux, des grands partisans d'une approche institutionnaliste ou institutionnelle vous diront la gouvernance mondiale de l'environnement ne marche pas parce qu'il n'y a pas une organisation mondiale de l'environnement qui centralise les politiques environnementales à l'échelle internationale. Non, moi je pense que la raison principale de l'échec de la gouvernance mondiale, c'est que son socle principiel est lui-même fragmenté. À partir du moment où les principes qui sont censés régir la gouvernance mondiale de l'environnement, qui sont censés faire fonctionner cette gouvernance mondiale de l'environnement, sont des principes boiteux, à partir du moment où on a un socle qui est boiteux, alors il ne faut pas s'étonner que cette gouvernance mondiale de l'environnement ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que, là encore, pour revenir au rapport Brundtland de 87, le rapport Brundtland en 87 mentionnait déjà l'urgence climatique. Quand vous allez dans les grands messes du climat, dans les fameuses COP, on nous présente l'urgence climatique comme un nouveau problème. Mais je vous invite à regarder le rapport Brundtland de 1987. La commission Brundtland tirait déjà sur la sonnette d'alarme et parlait de l'urgence climatique. Alors, si en 2021, on est encore en train de parler de l'urgence climatique,
de se dire mais qu'il faut faire quelque chose à ce niveau, ça veut dire qu'il y a quelque chose que la communauté internationale n'a pas réussi à faire. Et ce quelque chose, c'est l'absence de consensus clair sur les principes qui doivent régir les actions en matière de protection de l'environnement mondial. Et ce problème, il est gouvernemental, mais ce problème aussi, du coup, il rejaillit à tous les autres niveaux. Je mentionnais par exemple les cours internationales, les cours et les tribunaux internationaux. Pourquoi on a tellement d'hésitation, de réticence de la part des cours et tribunaux internationaux lorsqu'il s'agit de véritablement protéger l'environnement et de défendre les principes du droit international de l'environnement? C'est parce que ces cours et ces tribunaux internationaux, ils évoluent dans un environnement politique et ils voient que l'environnement politique est réfractaire. L'environnement politique est réfractaire à des prises de position très claires sur ces principes du droit international de l'environnement. Alors, ce n'est pas au juge international, et ça, Yann, tu te souviens, on en avait discuté aussi à Nairobi, où on disait aux diplomates, mais ce n'est pas au juge international de faire le droit international. Le juge international, il est là pour appliquer le droit, il est là pour l'interpréter, il peut certes contribuer au développement, mais il n'est pas là pour faire le droit à la place des sujets du droit international, des sujets primaires du droit international que sont les États. Donc, la lacune principale, c'est vraiment ce constat d'une gouvernance mondiale de l'environnement fragmentée parce que son socle est lui-même fragmenté. Voilà. Je vous remercie pour cette réponse très complète et je pense que ça servira de conclusion assez complète également. Je suis désolée du coup pour ceux qui avaient éventuellement d'autres questions, mais je pense qu'on va devoir clore la conférence maintenant. J'imagine que certains participants ont peut-être des choses à aller faire et la conférence a déjà assez dépassé le temps, je crois. Mais en tout cas, je tenais vraiment à remercier nos 3 intervenants. Merci pour votre présence. Vous nous avez vraiment éclairé sur les points que vous avez développés. Et ça nous permet de terminer, d'alimenter cette semaine avec une note positive et avec des initiatives à suivre. Donc, c'était une très bonne chose pour ça. Merci à tous les participants d'avoir été là. Merci. Vous avez été nombreux. En plus, par un format Zoom, confinement oblige. Et ça, vraiment, merci à vous. Merci pour vos questions. Et merci aux membres de la Global Pact Coalition avec qui on a organisé cette conférence. Voilà, c'est vrai que votre aide a été cruciale. Donc, merci pour tout ça. Et bonne soirée à tous. Voilà, merci. Merci. Merci.